Hello, c'est Val de Comico Matcha. Bienvenue, bienvenue. On va laisser un petit moment pour que tu aies le temps de rejoindre ce live. Bienvenue. Dis-moi si tu es quand tu te connectes. Puis en attendant, je vais commencer. Bienvenue, salut. Bienvenue pour ce nouveau live. Bienvenue. Hello, hello. On va attendre peut-être une minute, le temps que qu'on ait le temps d'être plusieurs pour commencer. Bienvenue en tout cas, si tu peux m'entendre et si tu me vois, ce serait cool de mettre un petit message. Bonjour Émilie, salut, bienvenue. Salut Marc, comment ça va? Ouais, moi ça va super bien. Je suis super excité pour ce live aujourd'hui parce que le thème, ça va être le bio. Et le bio au Japon, le bio chez Kumiko Matcha. Et donc ça va être super excitant. On va commencer par se faire un matcha. Donc si tu es avec moi et que tu es chez toi, bah, n'hésite pas à faire bouillir de l'eau. Et puis comme ça, tu pourras préparer ton matcha euh, en même temps que moi. Et puis ensuite, on va commencer. Tout est OK. Merci Marc, merci pour ton feedback. Je suis content. Pas de problème technique. Donc aujourd'hui, je vais faire un matcha Nakai 2019. Et parce que en l'honneur de Nakai-san, qui est un pionnier du bio au Japon. Et je vais te raconter son histoire et l'histoire d'autres fermiers et producteurs et fermiers partenaires qui font du matcha bio ou naturel. Donc, je suis super excité par ce live parce que c'est une question, c'est un thème qui est vraiment central dans ma démarche et je suis trop content de partager ça avec toi. Voilà, je vois qu'on est beaucoup plus. Bienvenue à tout le monde. Si tu viens de rejoindre, eh ben, on commence. Je te prépare un matcha Nakai 2019 que tu peux voir ici. Donc moi, généralement, je le mets dans une boîte que j'ai récupérée d'un d'un ancien matcha, comme le matcha Premium Bio, pour que ce soit plus facile de le conserver au réfrigérateur. Et puis, donc, je vais préparer ce matcha et ensuite, je te raconte l'histoire de Nakai-san. On va aussi parler de l'histoire de Tokuya-san, de Sayo-san, de Takeshi-san, voilà, des producteurs, des fermiers partenaires euh, qui ont tous des histoires excellentes et très belles. Alors, donc, bonjour Angélique, bonjour à tout le monde. Donc, comme tu peux voir, comme d'habitude, moi j'utilise cette petite technique pour tamiser grossièrement le matcha. Voilà. Donc si tu es pas familier ou familière avec le matcha de Nakai-san, oula, pardon, le matcha de Nakai-san, c'est un matcha, comme tu peux le voir, qui est millésimé. Donc il est 2010, il est de 2019. Chaque année, il va changer. Et alors, attends, car c'est un matcha qui vient uniquement du terroir des parcelles de Nakai-san, qui est un seul terroir euh, dans un endroit qui s'appelle Wazuka. Et chaque année, en fonction des conditions naturelles du terroir, donc s'il y a eu de la pluie, s'il y a eu beaucoup de soleil, plus ou moins de mauvaises herbes, plus ou moins d'insectes ou toutes ces choses et qui influencent la, la récolte, ça va influencer du coup le matcha, comme pour un vin. Et donc, il y a un millésime qui fait que chaque année, ce matcha va évoluer. Et donc, on a commencé en 2016, et depuis 2016, on a eu tous les millésimes disponibles chez Kumiko Matcha. Donc aujourd'hui, c'est le 2019. Alors, je vais continuer cette préparation. Donc, j'aime beaucoup répéter ces gestes et répéter cette préparation du matcha à chaque live. Je pense que
pense que c'est important et ça amène une bonne énergie. Donc, moi, j'utilise toujours ou très souvent un verre, une sorte de récipient pour verser l'eau pour deux raisons. L'une, c'est pour que j'ai l'idée de à peu près combien d'eau j'ai et combien je vais pouvoir en mettre pour que ce soit mon matcha idéal pour moi. Généralement, c'est à peu près 100 millilitres ou 80 millilitres si on veut être très précis. Et la deuxième raison, c'est pour que l'eau ne soit pas trop chaude, donc qu'elle soit à peu près à 80 degrés ou un peu moins. Donc c'est important pour pas brûler le matcha ou pour pas qu'il soit trop amer. Donc, ah oui, et je sais pas si tu as déjà vu ce fouet, c'est un des premiers fouets que Hirata-san a fait pour moi. C'est avec un petit drapeau bleu, blanc, rouge. Voilà. Donc c'était un cadeau de Hirata-san. Donc, pareil, je vais verser l'eau en essayant de faire se lever la poudre avec un geste précis et plein d'intention. Voilà. Puis, comme d'habitude, quelques, quelques ronds. Ma technique où on écrase tout en tournant un petit peu le fouet contre la paroi du bol. Ça permet de retirer tout grumeau. Et ensuite, on peut fouetter. Il suffit de fouetter, c'est plutôt lent, c'est pas très rapide. Il n'y a pas besoin de s'exciter dessus, ça va mousser très facilement. Voilà, je suis content de mon résultat. Et à la fin, on fait une petite forme en Z qui se termine au centre et on lève doucement pour que ça fasse un petit dôme de mousse. Donc je te montre. Voilà. Voilà. Bonjour Angélique. Salut Nicolas. Bienvenue. Donc, si tu es avec moi, n'hésite pas à te faire un thé matcha. Et d'ailleurs, en parlant de ça, donc ça fait depuis pratiquement 2 mois que je fais un live tous les dimanches pour notre communauté. Et je pense que notre next level, entre guillemets, l'étape suivante pour nous, c'est que j'aimerais beaucoup qu'on fasse un live en Zoom. Donc, c'est-à-dire avec, tu vois, de ce côté, il n'y a que moi qui parle. Et, et si on avait une expérience où, ben, toi, par exemple, je sais pas, Marc, tu pourrais prendre la parole pendant 30 secondes ou quelques minutes et que ce soit pas que unilatéral et moi qui te parle. Et donc, si tu aimes l'idée, n'hésite pas, dis-moi ce que tu en penses, j'aimerais bien savoir parce que c'est quelque chose auquel je pense, organiser quelque chose où on puisse tous se voir, par exemple. Donc, c'est une idée que j'ai. Dis-moi si ça te parle. Salut Florent. Voilà, je vais voir ce match-là maintenant. Et puis ensuite, on va passer dans la partie contenu et le bio au Japon. Itadakimasu. Très bon. Alors, Julien, je vois que tu as des problèmes de connexion. Est-ce que vous avez une expérience similaire? Moi, de mon côté, ça a l'air de passer. Euh, donc, je suis désolé s'il y a des problèmes de connexion. Mais on va continuer quand même. Alors, comme je dis souvent, en fait, quand j'explique l'idée du matcha bio au Japon, je commence souvent par raconter que les fermiers qui font du bio
ou du matcha naturel au Japon, de un, ils sont très rares. C'est 1 ou 2% de la production annuelle au Japon qui est en bio ou en naturel. Hum, Et, et donc, par cette rareté, en fait, ces producteurs, ils ont toujours une histoire qui est exceptionnelle, qui est géniale, qui est l'histoire en anglais, on dit la hero story, une histoire de héros. Donc, et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, en fait, on va commencer par Nakai-san. Nakai-san, son histoire, c'est que son père, il y a plus de 20 ans, je pense que c'est maintenant 25 ans, donc, son père, il faisait une production de thé, de tencha, donc c'est-à-dire pour faire du matcha, en conventionnel. Donc, quand on dit un matcha conventionnel, c'est-à-dire un matcha qui utilise, le fermier a utilisé des pesticides et des fertilisateurs chimiques, euh, donc de l'agriculture conventionnelle. Donc c'était le cas pour le père de Nakai-san. Et sauf que son père, il y a donc à peu près 25 ans, il est tombé très malade suite à l'utilisation de ces pesticides. Lui-même, en fait, le fait de dépandre les pesticides et les engrais dans son champ, il est tombé malade de ça. Et, et je te raconterai aussi l'histoire de Tokuya-san, qui a lui-même été malade aussi à cause de ça. Donc, le père de Nakai-san était malade, il ne peut plus travailler, ne peut plus aller dans ses champs, et c'est donc Nakai-san, son fils, qui a dû reprendre toute l'exploitation. Nakai-san, il a décidé du jour au lendemain d'arrêter tous les pesticides et tous les engrais chimiques et de passer en agriculture bio. Et là-bas, il faut comprendre que le Japon, la culture au Japon, c'est quelque chose vraiment, c'est très conventionnel et si tu fais quelque chose de différent que tes voisins, que la culture, que ta société, tu es vu comme quelqu'un d'excentrique, de très bizarre, euh, dont on ne peut pas vraiment avoir confiance. Il y a vraiment une sorte de mise à l'écart qui, moi, j'en avais pas conscience jusqu'à être allé au Japon, à quel point ça peut être difficile. Donc c'est vraiment différent de notre culture ici en Occident ou en France. Donc Nakai-san, après avoir arrêté ses engrais et ses pesticides, sa récolte a chuté de plus de 50%. Ben oui, parce que la terre était comme accro aux substances qui étaient mises. Donc, c'est comme une drogue, en gros, pour la terre et pour les plantes. Donc, euh, donc pour Nakai-san, ça a été une période extrêmement difficile et ça lui a pris 12 ans pour que, au début, donc, il a décidé d'arrêter les produits chimiques et tout. C'est tombé de plus de 50%. Ça lui a pris 12 ans à revenir au niveau initial en bio. Et donc, pendant ces 12 ans, c'est énormément de difficultés à la fois financières, parce que ben, tu as moins à, à récolter, et en plus, c'est énormément de difficultés sociales là-bas. Parce que tes voisins, il y a 25 ans, ils étaient tous, ils faisaient tous de l'agriculture conventionnelle. Et Nakai-san, lui, il était totalement incompris. Il était totalement incompris et mis à l'écart et décrié pour le fait qu'il fasse une agriculture sans pesticides et sans engrais chimiques par ses voisins. Par ses voisins qui sont aussi des fermiers. Et, euh, et alors, je fais une petite pause pour dire bonjour. Bonjour ouais, bonjour Philippe et rebonjour Angélique. Salut, pas de souci pour le retard. Philippe, si tu viens de nous rejoindre, je suis en train de raconter l'histoire de Nakai-san et on est sur le thème du bio au Japon dans ce live aujourd'hui. Donc bienvenue et merci d'être là.
Donc pour résumer, Nakai-san, son père est tombé malade. Il a décidé de reprendre l'exploitation et il a décidé du jour au lendemain d'arrêter tous les pesticides et les engrais chimiques et de passer en agriculture bio. Nakai-san, c'est un des pionniers du bio au Japon. Il a fait ça il y a plus de 20 ans. Je pense qu'il y a à peu près 25 ans. Et, euh, et quand il est passé en agriculture bio, sa récolte a chuté. Ça lui a mis 12 ans pour remonter au niveau initial. C'est beaucoup de difficultés financières et sociales. Et sur le côté financier aussi, je veux ajouter que j'ai aussi rencontré des producteurs où on m'a parlé de fermiers au Japon qui aujourd'hui sont bloqués parce qu'ils aimeraient passer en agriculture bio pour les raisons que je vais évoquer, pourquoi c'est important pour moi. Euh, mais ils sont bloqués parce que ils ont des emprunts, des crédits qu'ils doivent payer. Et le fait d'arrêter les produits chimiques, ça fait baisser ta récolte, baisser ton rendement, et tu as beaucoup moins de choses à vendre, de récoltes à vendre. Et donc, tu as une grosse perte de chiffre d'affaires en tant que fermier, même si voilà, ça va remonter, mais ça prend des années. Et donc ces fermiers-là, eux aussi, ils sont toujours en conventionnel et ils sont un peu bloqués là-dedans. Et ils ne sont pas aidés. Ils sont pas aidés. Donc c'est aussi, je pense, quelque chose qu'il faut montrer et qui est pas si simple. Tu vois, les fermiers qui font du conventionnel, c'est pas si simple, c'est pas si noir ou blanc voilà pourquoi ils le font. Donc je regarde un petit peu. Euh, Voilà, donc pour Nakai-san, aussi, une histoire super intéressante, c'est que en 20 ans, il est passé de parcelles qui font un total de 2 hectares à 20 hectares. Et en fait, comment il a fait ça? C'est qu'il a repris des petites parcelles, plusieurs petites parcelles qui sont dans la montagne, dans la forêt, très difficiles d'accès, dans des pentes, tu vois, c'est pas des parcelles qui sont faciles à cultiver non plus. Par exemple, quand c'est en pente, tu peux pas utiliser une grosse machine pour récolter de manière efficace. Et donc vraiment des parcelles en fait que finalement ses voisins, les paysans autour de lui, dans son terroir de Wazuka, ils ne voulaient plus, ils avaient abandonné parce que c'est quelque chose aussi les fermiers deviennent de plus en plus âgés et parfois ils n'ont pas de successeur ou de successrice et donc il n'y a personne qui reprend. Et donc Nakai, lui, pour lui, c'est un avantage que ces parcelles soient paumées dans la montagne ou dans la forêt, parce que du coup, elles ne sont pas adjacentes à des parcelles qui sont cultivées de manière conventionnelle. Ça aussi, c'est un aspect intéressant, c'est que par la régulation de l'agriculture bio au Japon, l'organisme régulateur s'appelle le JAS, Japan Agricultural Standard, je crois. Donc c'est comme le bio pour nous ici en Europe et en France. Et donc la régulation du JAS, c'est que et qui est équivalente. Ouais, j'allais dire que le bio en France, en Europe, c'est équivalent au bio euh, au Japon. Donc c'est des deux organismes qui ont des standards qui sont équivalents. Ce qui n'est pas le cas avec avec les Américains. Aux US, ils ont le label USDA, USDA. Et USDA, c'est un peu différent en termes de standards. C'est moins strict que l'Europe. Donc, quelque chose aussi d'intéressant. Donc, pour en revenir à Nakai-san, si lui, il a une parcelle qui est adjacente avec une parcelle en conventionnel, il est obligé de laisser 4 mètres de séparation de son propre terrain pour que ce soit assez loin du terrain adjacent qui fait du conventionnel. Et donc pour lui, 4 mètres en fait de chaque côté, c'est énorme.
C'est vraiment énorme comme surface. Et là-bas, la terre, ton terrain en tant que fermier, c'est ton trésor. C'est mmh, c'est le trésor familial et le fait qu'il soit entre guillemets «gâché», bah, par ton voisin, par le fait qu'il fasse du conventionnel, bah, ça l'arrange pas. Donc c'est pour ça que Nakai-san, il va, et quand il m'a emmené et quand il m'emmène, quand je vais le voir chaque année, il m'emmène avec sa petite, en fait, c'est une toute petite, très fine, pick-up, enfin une sorte de voiture pick-up, tu vois? Donc avec un espace à l'arrière, mais vraiment que tu vois qu'au Japon. Enfin moi, j'ai vu ça qu'au Japon. Hem, c'est très fin, beaucoup plus fin qu'une voiture normale. C'est pour que ça puisse passer dans les petits chemins, dans la montagne, dans la forêt et hem et donc on arrive au milieu de ses parcelles, heu, bah, où tu es en hauteur, tu es dans la montagne et c'est super beau et super, tranquille, et en paix. Il y a pas de voisins, quoi. C'est la forêt. Donc ça, c'est quelque chose, que j'avais beaucoup apprécié chez Nakai-san et c'est une histoire, bah, super. Voilà. Ensuite, je prends une petite gorgée et puis, hem, qu'est-ce que vous dites? Merci Rosine, beau sujet. Ouais, j'adore ce sujet. Ah oui, ça m'amène du coup à pourquoi le bio c'est important pour moi, heu et pourquoi depuis le début de Kumiko Matcha, j'ai commencé et on fait toujours que des produits bio ou naturels. Et pour ça, pour moi, il y a 3 raisons super importantes. La première, c'est de protéger la planète, de protéger l'environnement. Parce que, je pense que l'utilisation de ces pesticides et engrais chimiques, c'est super nocif pour la planète, pour les écosystèmes, pour la terre, et je pense que voilà, je pense que ça protège la planète, ça contribue à protéger la planète de de ne pas utiliser ces produits. La deuxième raison, c'est pour protéger toi, la personne qui boit le matcha, pour protéger moi, pour protéger toute la chaîne de personnes qui est impliquée dans, la production de ce thé matcha. Donc c'est-à-dire le fermier, les personnes qui récoltent, les personnes qui sont dans l'usine pour produire le matcha et puis, les personnes qui mettent, le matcha dans le sachet, hem, jusqu'à toi et moi qui buvons ce matcha. Et je vais te raconter une histoire après sur, également qu'est-ce que c'est le matcha conventionnel et il y a beaucoup de dynamiques qui sont intéressantes. Donc, je vais te raconter ça. Hem Et la troisième raison, c'est parce que je veux, essayer au mieux d'incarner le changement que je veux voir dans le monde et que et qu'on a tous un pouvoir pour, voilà, pour demander, pour consommer, un produit qui soit éthique, qui soit le plus possible, proche de la nature et dans notre cas, du coup, pour le matcha, qui soit bio ou naturel. La différence entre le bio et le naturel, donc c'est une différence, importante, je pense. Un matcha qui est certifié bio, comme ce matcha, le matcha premium bio, il aura donc le label bio, et l'Eurofeuille, qui sont les labels, français et européens qui sont équivalents, qui sont les mêmes. Hem, Ça, c'est en fait un matcha qui est contrôlé par un organisme externe. Il y a plusieurs organismes externes, en Europe et en France. Donc par exemple, Ecocer, Bureau Veritas et cetera et cetera. Et cet organisme, il y a des personnes, des employés de cette entreprise, cet organisme, qui est ratifié par l'État, et l'Europe, qui vont effectuer des contrôles plusieurs fois par an chez, les producteurs, les fermiers, les producteurs s'ils sont différents, les importateurs comme moi, comme Kumiko Matcha et il y a un cahier des charges et donc le cahier des charges, il est dicté par,
les autorités européennes. Et donc tout ça, c'est vraiment très codifié. Il y a tout un cahier des charges pour protéger le consommateur, nous, et puis la planète et les fermiers et toute la chaîne de personnes impliquées. Et moi, je suis engagé pour cette démarche. Je pense que c'est très important. Ensuite, voilà, je vois qu'on a aussi des questions. Je vais venir à vos questions. Ensuite, il y a le matcha que moi j'appelle naturel. Et donc, par exemple, comme matcha naturel, on a le matcha de Tokuya-san. Donc, j'en ai parlé. Tokuya-san, je vais te raconter son histoire. C'est que euh, donc Tokuya-san, lui, il faisait du matcha conventionnel également. C'est un jeune fermier. Il est vraiment cool. C'est un fermier que j'adore, qui est trop cool, que je vais voir chaque année aussi. Et, et je t'invite vraiment à aller voir sur sa page produit. Euh, Tu peux lire toute son histoire. Il y a des vidéos. Il nous a vraiment fait un cadeau en s'ouvrant autant. Donc, je suis très reconnaissant pour lui. Tokuya-san, lui, ce qu'il fait, c'est, il dit, je, je veux pas faire de certification parce que j'en ai pas besoin. Je respecte le truc et voilà, moi je fais du matcha, je mets pas de pesticides et pas d'engrais dedans, c'est que du naturel euh, et, et je suis trop petit pour, j'ai une toute petite production, je, hum, mon matcha en fait il le vend, il le fournit à peu de personnes qui lui achètent sa récolte en fait chaque année et donc pour lui, c'est pas un besoin, selon lui. Et encore une fois, voilà, il respecte ça. Et, et l'autre chose, c'est que, et j'ai vu ça aussi chez d'autres fermiers qui font du naturel au Japon, c'est que eux, ils disent, voilà, dans le cahier des charges du matcha bio, tu peux utiliser certains fertilisateurs naturels, donc certifiés par agriculture bio. Par exemple, toi, si tu as un potager bio chez toi ou dans ton jardin et que tu vas dans un magasin de jardinage, tu pourras trouver euh, je sais pas, un traitement contre les limaces qui soit certifié bio, qui soit OK pour l'agriculture bio. Ça existe et ça a été développé et c'est dans le cadre du bio où tu pourras trouver peut-être un fertilisant. Je sais pas, je m'y connais pas trop en là-dedans pour te dire exactement, mais tu vois, il y a dans le référentiel bio, il y a des choses qui sont acceptées parce que elles sont dans le cadre et elles sont naturelles. Donc, mais les fermiers au Japon, il y en a qui font du naturel et qui disent, bah non, moi, je mets carrément rien dans mon champ. Ou alors, moi, en fait, pour fertiliser mon champ, je vais dans la forêt et je vais couper des fougères et je les place au bord, dans la terre pour alimenter la terre. Et ils disent ben, que eux, ils trouvent que c'est une démarche qui a un niveau d'exigence qui est encore plus élevé que le bio japonais, le JAS. Et, et par exemple, en France, on a différents labels bio. Il y a le label bio européen, mais il y a aussi, par exemple, Déméter, qui, je sais, a des exigences encore plus strictes. Donc voilà, ça c'est l'histoire entre la différence entre le matcha bio et le matcha naturel. Et moi, je supporte les deux. J'adore les deux voies. Et je pense que c'est génial ce que fait Nakai-san et ce que fait Tokuya-san. Voilà. Maintenant, je vais prendre une petite gorgée et j'ai vu qu'on a plusieurs questions. Donc, je vais prendre un peu de temps pour répondre à ces questions. Et après, j'ai encore d'autres histoires sur le bio à te raconter. Hmm. Alors, je vais regarder vos questions. En tout cas, ça me fait trop plaisir qu'on soit là, qu'on soit ensemble et
mais que je partage avec vous ces histoires et tout ça sur le bio. Nat, salut Nat, bonjour. Euh, Julien, rebonjour. Je suis content que ça marche pour toi. Angélique, le matcha pourrait-il être conservé dans d'autres contenants plus en adéquation avec la protection de l'environnement? Alors, et puis Nat, oui, comment conserver le matcha? Alors, moi, comment je fais? Donc, ces boîtes-là, elles sont en fer blanc. Et le fer blanc, c'est complètement recyclable. Donc, quand tu jettes une boîte, tu peux la mettre en fonction de où tu es, dans la poubelle recyclable, donc poubelle jaune, quoi. Et c'est du fer blanc, donc ça sera très bien recyclé. Donc, je pense que c'est parmi les meilleures boîtes que j'ai trouvées pour le côté qu'elle soit recyclable. Après, effectivement, le matcha de Nakai, il est dans des sachets qui sont euh, en PE, donc c'est une sorte de plastique. Et, et oui, c'est pas le meilleur pour l'environnement. Donc effectivement, moi, c'est aussi voilà jusqu'où on veut aller. En tout cas, je poserai la question à Nakai-san si il y a d'autres options. Euh, et il faut savoir aussi que c'est un tout petit producteur et donc ils font, ils font au mieux. Donc voilà, moi je pense qu'il faut faire au mieux et donc je suis super moteur pour faire encore mieux que ce qu'on peut. Donc j'accepte aussi ta question, Angélique. Donc en tout cas un truc pratique, c'est que avec ces boîtes, tu peux aussi les réutiliser. Moi, c'est ce que je fais. Généralement, quand j'ai un matcha qui est dans un sachet comme celui-là, je vais utiliser une boîte comme ça, où je vais retirer l'étiquette, et ça donne ça, tu vois. Et, euh, et j'essaie de coller l'étiquette de Nakai. Et ça permet de réutiliser cette boîte. Tu peux aussi la réutiliser pour beaucoup de choses, pour mettre des petites. Si tu vas faire un pique-nique, de mettre des petites noix, des trucs comme ça, pour le bricolage. Voilà, c'est possible de réutiliser ces boîtes. Et elles sont recyclables. Voilà. Euh, et comment conserver le matcha, Nat? Le matcha, tu le conserves au frais. Donc, idéalement, au réfrigérateur. C'est l'idéal. Même si tu ne l'as pas ouvert, garde-le au réfrigérateur. Donc, quand il y a la récolte, les feuilles fraîches sont placées dans des chambres froides pour certains producteurs, la plupart. Et ensuite, tout le monde garde son matcha au frais, au réfrigérateur. Tu peux même le mettre au congélateur. Par exemple, si tu as acheté plusieurs boîtes, si tu as plusieurs matchas et tu sais que ça va te prendre, je sais pas, 3 mois ou 6 mois de tout boire, eh ben, tu peux placer 3 mois je sais pas, 3 boîtes, tu peux les mettre au congélateur, ça se conservera encore mieux. Et quand pas de réfrigérateur, dit Angélique, quand tu n'as pas de réfrigérateur, ça dépend où tu vis. Si tu vis dans un pays qui est froid, mets-les dehors, mets-les, je sais pas, comme tu ferais avec tes aliments que tu, euh, que tu mettrais d'habitude au réfrigérateur. Voilà. Euh, Après, tu peux aussi le garder dans un endroit qui est pas au réfrigérateur, mais plutôt frais et sec. Et c'est totalement OK aussi. C'est juste que tu pourras le garder moins longtemps. Mais si tu bois souvent du matcha, une boîte comme ça, elle va te durer 1 mois et c'est OK de la laisser hors du réfrigérateur. C'est OK aussi. C'est pas comme un produit frais qui va pourrir si tu le mets pas au réfrigérateur. Donc non, le matcha c'est sec, donc tu peux le laisser hors du réfrigérateur sans problème. Et mon conseil, c'est de le garder au réfrigérateur pour augmenter sa fraîcheur et sa durée de vie.
Et même quand il est ouvert, oui, Marc, je vois ta question. Même quand il est ouvert, garde-le au réfrigérateur si possible. Voilà. Ensuite, donc Nat, je vois ta question. Quel est le meilleur matcha pour la pâtisserie? Euh, donc nous, on a un matcha de cuisine. Pour l'instant, on a des problèmes d'approvisionnement avec. On l'a plus en stock. Il reviendra bientôt, mais ça va prendre au moins quelques mois. Et, euh, et je suis pas certain de. Voilà, c'est à cause des problèmes d'approvisionnement un peu mondiaux en ce moment. Donc aujourd'hui, chez nous, le meilleur matcha pour la pâtisserie et celui qu'on utilise beaucoup dans nos recettes, que tu peux voir sur le site, c'est le matcha Premium Bio. C'est celui-là. Donc il est très bien. Et tu peux aussi utiliser d'ailleurs notre matcha Nakai, qui passe très bien pour la pâtisserie aussi et qui est un petit peu moins cher. Euh, voilà. Donc, on va en revenir au bio. J'ai d'autres histoires à te raconter sur le bio, avec notamment, oui, j'avais pas fini sur l'histoire de Tokuya-san. Et ensuite, je vais te raconter l'histoire de Sayo-san, qui fait notre Sencha Matcha. Et puis, et je finirai par le bio, pour moi, chez Kumiko Matcha, comment ça se passe, pour te raconter ça. Alors, l'histoire de Tokuya-san, c'est que lui, il faisait de l'agriculture conventionnelle et il est tombé malade. Il avait des symptômes qu'il décrit dans une vidéo qui est sur sa fiche dans la boutique. Il décrit ses symptômes. Donc, il avait mal à la tête, il avait une perte de vision, il avait des accès de colère ou des émotions super déséquilibrées. Euh, il était, et il se sentait vraiment mal dans tout son corps lorsqu'il utilisait, qu'il était en contact avec euh, ses produits chimiques, ses herbicides, pesticides euh, et fertilisateurs. Il m'a aussi raconté un point super, je trouve intéressant, c'est que quand tu amènes dans ton champ du fertilisateur, donc c'est généralement, en anglais on dit nitrogène, je crois, quelque chose comme ça amène aussi des insectes qui, eux, bah, le mangent en fait. C'est de la nourriture aussi pour les insectes. Et du coup, pour des insectes ben, ravageurs qui vont aussi manger ton thé. Et, et quand du coup tu utilises du fertilisateur chimique, tu dois aussi utiliser du pesticide. Et en fait, ça marche en paire. Ça vient généralement, les fermiers qui font du conventionnel, ils achètent les deux, ça vient par paire. Parce que si tu mets que l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Eux produits font une sorte de synergie vicieuse, entre guillemets. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant parce que euh, voilà, c'est Tokuya-san qui m'a expliqué ça. Et donc, lui, voilà, il était exposé à ça. Ça l'a rendu malade, ça l'a rendu très mal. Et il a décidé d'arrêter euh, tout, euh, tout pesticide, tout engrais chimique. Et en plus, de ne pratiquement pas toucher à son champ, à part la coupe, la taille et puis la récolte. Et donc, je t'invite vraiment à aller voir son, sa fiche sur la boutique. Il a toute une histoire et toute une philosophie aussi que j'admire énormément. Une autre histoire, c'est l'histoire de Takeshi-san. Takeshi-san, c'est un des fermiers qui participe à la coopérative qui produit ce matcha Premium Bio. Donc, ce matcha Premium Bio, il est produit par une coopérative, c'est-à-dire un groupement euh, qui ont, euh, qui ont un accord avec plusieurs fermiers, avec même une centaine de fermiers qui font du bio, qui achètent et qui vont acheter tous les ans. Ils ont une garantie d'acheter toute leur récolte ou une grande partie de leur récolte à un prix qui est au-delà du prix du marché, peu importe la qualité de la récolte. Et donc,
Takeshi-san, que j'ai rencontré, que je vais voir tous les ans, qui est un fermier super sympa, trop chaleureux, voilà, que j'adore, qui est trop cool avec moi à chaque fois que je vais le voir, qui me montre tout et il m'a fait conduire Tu peux voir des lives sur Facebook dans les vidéos, sur notre page. Tu peux voir où je conduis sa machine à récolter. Et puis à la base, c'était son père qui avait commencé la production enfin, qui avait commencé une ferme de thé pour faire du matcha. Et Takeshi-san, oui, qui est vraiment un fermier génial. Et leur histoire, c'est que lui et son père, ils ont, ils faisaient du conventionnel et ils voulaient passer en bio parce ils croient en l'idée du bio et pour eux en plus, généralement le bio ça aussi ça leur amène plus de revenus s'ils arrivent à passer la, le- l'effondrement des récoltes et à revenir à un niveau supérieur. Bah, pour la même quantité de récolte, une récolte en bio vaut plus qu'une récolte conventionnelle. C'était aussi pour ça qu'ils l'ont fait. Et aussi, voilà, parce que c'est des gens géniaux qui sont, qui comprennent tout ça, qui comprennent que le bio c'est important, que leur terre c'est leur trésor familial pour des générations à venir, et que s'ils continuaient à faire du conventionnel, ça n'avait pas de sens pour plusieurs générations après. Donc, ils ont vraiment cette vision. Et, et eux, donc, ma dernière visite, c'était en mai 2019, il y a un an. Et leur histoire, c'était que ils sont passés en bio. Donc, quand tu passes en bio, c'était à peu près il y a 7 ans, je crois, qu'ils ont commencé. Tu as une période de transition qui dure au moins 3 ans. C'est la période codifiée par la réglementation bio. C'est que si tu as un champ conventionnel, tu dois appliquer les, le cahier des charges bio pendant 3 ans avant de pouvoir être certifié bio. Et donc ces 3 ans, c'est des 3 ans qui sont très difficiles aussi, financièrement et socialement, comme j'ai pu t'expliquer avec Nakai-san. Et ensuite, l'autre point, c'est que c'est difficile aussi d'avoir une bonne récolte, une récolte de haute qualité en bio et surtout dans ce contexte de transition de conventionnel à bio. Parce que lorsque tu utilises des pesticides, des fertilisateurs, des engrais, ça va en fait ajouter, enfin ça va modifier la façon dont les plants de thé vont grandir. Et je vais te raconter ça, c'est Sayo-san qui m'a parlé de ça. Je vais te raconter ça juste après. Pour finir avec Takeshi-san, l'année dernière, quand je suis allé lui rendre visite, il m'a montré ses récoltes et le problème qu'il avait, c'est que l'année dernière, les tiges de ces récoltes, donc les tiges de ces théiers qui étaient récoltées. Donc, tu vois, quand il y a une récolte, en fait, lui, il fait des récoltes à la machine parce que son terrain est très plat, donc ça s'y prête vraiment et ça fait des récoltes de bonne qualité. C'est une machine, tu peux voir sur les vidéos, qui est comme une sorte de grosse tondeuse, mais qui passe carrément au-dessus des plants et qui va récupérer, tu vois, les quelques centimètres du haut des plants. Et donc, ça prend aussi la tige. Et ça prend la tige avec ses feuilles avec. Et ensuite, il a une machine qui va retirer les tiges et pour garder que les feuilles. Et en fait, non, avec les tiges, on fait aussi ce qu'on appelle du kukicha. Donc, lui, son problème l'année dernière, c'était que ses tiges étaient trop épaisses et les veines des feuilles, le squelette des feuilles, était également trop épais. Et ça, c'était aussi un problème dû euh, aux conditions du terroir, donc les conditions climatiques de l'année, et aussi au fait qu'il était en transition. Donc là, il est certifié bio depuis 2 ans, mais voilà, sa récolte est pas encore au niveau qu'il le souhaite, au niveau de qualité qu'il souhaite, pour pouvoir euh, voilà, pour pouvoir avoir les meilleurs prix, la meilleure qualité. Mais il m'expliquait que quand même,
sa récolte était quand même achetée par la coopérative qui, euh, qui produit ce matcha. Donc, ce matcha, il est produit par cette coopérative qui va prendre et qui va acheter et supporter euh, sur la longueur, sur des dizaines, et ça fait même des centaines d'années, ou je pense 100 ans à peu près, et qui a un contrat avec les fermiers en disant j'achète vos récoltes, peu importe qu'elles soient de haute qualité ou de basse qualité cette année, je vous offre un meilleur prix que le marché. Et ça permet justement de supporter ces fermiers qui veulent faire la transition du conventionnel à bio. Voilà, moi je trouve cette histoire vraiment géniale et cette manière de s'organiser vraiment géniale. Et donc, dans le cas de ce match à bio, il provient de plusieurs fermiers, pas uniquement de Takeshi-san, il provient de plusieurs fermiers qui, euh, euh, qui vendent leur récolte et cette coopérative transforme la récolte et il y a un maître du thé qui fait l'assemblage. Donc, il va dire, OK, je prends cette récolte de tel fermier, celle-là de tel fermier et celle-là de tel fermier. Et il va faire un blend, un assemblage, un mélange des tenchas de ces différents fermiers pour que chaque année, le matcha ait le même goût, soit le même. Donc, c'est comme un champagne qui ne soit pas, il n'est pas millésimé. C'est le même produit chaque année, peu importe les conditions de récolte, les conditions du terroir. Le maître du thé se débrouille pour créer le meilleur assemblage, la meilleure recette pour arriver à un profil de goût qui est le même. Donc c'est l'opposé du matcha de Nakai qui lui a un millésime et qui change chaque année. Waouh! Donc on a fait l'histoire de Nakai-san, l'histoire de Tokuya-san, l'histoire de Takeshi-san. Est-ce que tu es encore avec moi? Est-ce que ça te parle tout ça? Est-ce que tu me suis? Je vais regarder un petit peu quels sont vos commentaires. Je vais boire un petit peu. Donc Angélique, tu dis, j'ai acheté du premium quand mes réserves seront épuisées, je goûterai au Nakai-san millésimé. Euh, ouais, j'adore. Moi, j'adore les deux. Et je te conseille ben voilà, de découvrir le matcha de Nakai-san et aussi de Tokuya-san. Et donc, ça m'amène à l'histoire de Sayo-san. Sayo-san, elle fait notre matcha qui est un sencha matcha. C'est une fermière qui a, je ne sais pas exactement quel âge elle a, mais je crois qu'elle a plus de 80 ans et qui vit dans un endroit absolument trop beau, à Gifu, et dans un endroit qui est appelé communément le Machu Picchu du Japon. C'est une enclave. Je t'invite à aller voir sur sa fiche dans la boutique. Il y a une très belle photo. C'est une enclave au milieu des montagnes et qui a été un terrain, quoi, une parcelle, une grande parcelle, qui produit du thé depuis plus de 700 ans. Donc c'est parmi les les premiers endroits qui produisent du thé. Et, et donc elle a beaucoup d'expérience et j'adore son histoire aussi. Donc elle me raconte que ces théiers sont des théiers natifs, donc c'est-à-dire qui proviennent de la graine du thé. Donc voilà, on va faire un petit aparté sur cette question. Tout comme elle et comme Tokuya-san, eux, ils ont des cultivars, des cépages de théiers qui sont appelés natifs ou en japonais zairai. Zairai, ça veut dire que le théier a eu un cycle de reproduction naturel. Donc, il a fait une fleur, il a fait une graine. Cette graine est tombée dans la terre. Enfin, non, la fleur a été pollinisée par les abeilles. Il y a eu une graine qui est tombée dans la terre et qui a fait un autre théier. Donc voilà, un processus de reproduction naturelle. C'est l'inverse du processus de bouturage
qu'utilisent la plupart des fermiers et dans tous les domaines de l'agriculture d'ailleurs, que ce soit pour, je sais pas, les cerises, les pommiers, bah, les théiers, c'est similaire aussi. C'est qu'il y a un cultivar, un cépage, un type de plante qui a été soit de manière naturelle en utilisant les contraintes du terroir, etc. Et le fermier il a vu, ah tiens, ce plan-là, il a une meilleure couleur. Donc je voudrais lui le faire se reproduire avec ce plan-là qui a un meilleur goût. Et donc du coup, voilà, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et du coup, avec ce process qui est entre guillemets naturel ou même plutôt qui peut être très artificiel, il y a des cultivars qui ont été développés en laboratoire. Euh, on arrive donc à des espèces enregistrées, des cultivars, des cépages spécifiques, comme c'est le cas dans le vin, avec le merlot, le chardonnay, etc., etc., qui sont donc clonés. Un champ entier, généralement, c'est un champ de clones de plantes. Et donc, c'est le même patrimoine génétique pour chaque plante. Ça donnera un résultat très uniforme. Euh, et voilà, donc c'est comme ça que l'agriculture se fait. Il y a ces deux versions. Et moi, je suis pour les deux versions. Euh, je pense voilà, je pense qu'on peut faire les deux. Et j'adore ce que fait Sayo-san et Tokuya-san avec justement, eux, ils font que des théiers qui sont reproduits naturellement avec ce processus de reproduction naturelle. Donc, Zairai, c'est le cépage Zairai. Sayo-san, à Gifu, ces théiers, non seulement ils sont des Zairai, donc c'est-à-dire qu'ils se sont reproduits dans ce terroir spécifique qui est en altitude, il fait plus frais, il y a vraiment des conditions spéciales. En hiver, il y a du gel. Euh, donc ce théier Zairai de cet endroit de Gifu, il a évolué pour être là. Il est spécifiquement évolué et adapté pour cet endroit et depuis des centaines d'années. Ça fait plus de 700 ans que cet endroit est récolté et utilisé pour la récolte du thé. Et donc, hum, les théiers de Sayosan sont centenaires. Et quand ils sont centenaires, ils ont des racines très très profondes dans le sol. Ils font des racines vraiment très profondes. Et pour elle, pour Sayosan, elle pense que, euh, que ces théiers, ils puisent de l'énergie très profondément dans le sol depuis des centaines d'années. Et que quand on boit son thé, on récupère cette énergie. Et elle m'a raconté que dans sa région, en fait, il y a trois types de champs. Tu as les champs natifs, centenaires, qui sont là depuis très longtemps et qui continuent à être cultivés par elle, par exemple, mais par une population de fermiers qui sont de plus en plus âgés. Quand je suis allé la voir l'année dernière, elle m'a présenté à ses voisines, ses récoltrices, ses récolteuses, qui font la récolte chaque année en jour de pleine lune, parce qu'accessoirement, ça permet qu'il y ait moins d'humidité dans les feuilles et pour elle, le thé a un meilleur goût dans ce cas-là. Et donc, elle me raconte enfin, elle m'a présenté à ces fermières qui ont toutes plus de 80 ans ou il y en a qui ont 90 ans. Et elles sont toutes pliées comme ça et elles font les récoltes. Et elles partagent que c'est ça qui leur apporte de l'énergie, c'est ce travail. Ce qu'elle m'a expliqué par rapport au bio, et dans son cas au naturel, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que pour elle, même si elle mettait des fertilisateurs dans ces théiers centenaires, ça n'aurait aucun effet. Et est-ce que c'est pourquoi? En fait, c'est parce que les racines sont tellement profondes que les fertilisateurs qui sont posés en surface n'atteindraient pas les racines et du coup ça n'aurait aucun effet.
Donc, je trouve ça génial. C'est tellement résilient et tellement puissant. Euh, et ce qu'elle explique aussi, c'est que le deuxième type de champ dans ce terroir, c'est en fait des fermiers qui ont voulu utiliser cette nouvelle méthode conventionnelle, donc avec des fertilisateurs, etc. Enfin, non, non, pardon, qui ont voulu replanter, parce qu'ils disaient, OK, ces arbres, ces théiers-là, ils sont trop vieux, et c'était peut-être des nouveaux fermiers qui savaient pas vraiment comment faire. Et ils ont voulu donc déraciner les théiers centenaires pour replanter des cultivars comme des yabukita par exemple, des cultivars communs, des arbres donc non natifs. Et ceux-là, bah, ils ont abandonné parce que c'était trop difficile de déraciner les théiers centenaires. Tellement bah, c'est à chaque fois comme des souches, mais qui vont super profond. Donc c'est très difficile de le faire sur leur terroir. Et le troisième type de champ de thé, bah, c'est le champ de thé abandonné parce que dans son terroir, parce qu'il y a beaucoup bah, c'est un savoir-faire et ouais, c'est un savoir-faire et une tradition qui est en danger parce que les fermiers et fermières deviennent de plus en plus âgés et il n'y a pas toujours un successeur ou une successrice pour reprendre. Et donc, j'ai eu aussi l'écho de d'autres producteurs qui, eux, en fait, voilà, aujourd'hui au Japon, un truc super traditionnel et important, c'est que au début du mois de mai, voire en fin avril, il y a ce qu'on appelle le Shincha. Le Shincha, c'est le nouveauté de l'année. Et donc, ce nouveauté de l'année, c'est un truc, c'est un événement. C'est un événement très important où tout le monde va vouloir acheter le nouveauté. C'est généralement du sencha ou même oui, c'est du sencha ou du matcha même, ça marche aussi pour ça. Voilà, c'est le nouveauté de l'année et tout le monde, beaucoup de gens veulent avoir ce nouveauté le plus tôt possible, en premier, pour pouvoir le servir à leurs invités, à leurs convives, pour dire voilà, ça c'est le Shincha, c'est le thé de cette année, il vient de sortir, voilà, le producteur vient de me l'envoyer. Donc c'est un gros truc là-bas, le Shincha. Et en fait, il y a une dynamique un peu perverse qui s'est mise en place. Euh, et ça, c'est plusieurs fermiers qui m'ont raconté ça, et ainsi que Thias, maître du thé, que tu connais peut-être. Donc, la dynamique un peu vicieuse qui s'est mise en place, c'est que tu as beaucoup de fermiers donc conventionnels. Euh, non, pardon, on va commencer un peu avant. C'est que dans toute cette dynamique des consommateurs qui veulent avoir le thé, le nouveau thé de l'année le plus tôt possible et en premier, en fait, le thé qui sort, donc qui est prêt à être vendu le plus tôt possible, c'est celui qui va être vendu le plus cher. Et, et plus tu attends, plus ton thé il va être vendu à un prix plus bas, parce qu'il sera moins, je sais pas, moins prestigieux selon le critère des personnes qui cherchent ce chincha. Et, euh, et donc en fait, tu as des producteurs et puis voilà, et aussi là-bas, le bio, c'est moins populaire qu'en Europe ou en France. Donc beaucoup, c'est du conventionnel. Et tu as des producteurs qui vont du coup, euh, ils vont essayer d'avoir le thé qui soit le prêt à vendre le plus tôt possible. Et donc, ils vont bourrer leur thé d'engrais, de fertilisateurs et, euh, et aussi de pesticides, du coup, par cette dynamique, et qui du coup, essaient d'avoir le thé, voilà, le premier thé, parce que c'est celui qui se vend le plus cher, et aussi c'est la demande de plein de consommateurs qui boivent du thé conventionnel. Donc, il y a toute cette dynamique qui fait que, en plus de ça, les consommateurs veulent un thé qui soit le plus umami et le plus sucré possible. Mais c'est pas seul des thés vraiment d'exception sont très très umami et plutôt sucrés.
Par exemple, chez nous, il y a le matcha ultra premium bio, le matcha hyper premium bio, qui ont ce côté extrêmement umami et une saveur carrément sucrée, et qui sont bio. Donc très difficile en plus. Euh, mais voilà, il y a cette demande des consommateurs au Japon, mais même ailleurs dans le monde, qui veulent ce thé Shincha, le nouveau thé, le plus tôt possible et le plus sucré possible, le moins amer possible. Et comment font les producteurs pour faire ça? Eh ben, c'est avec des engrais, des pesticides, et c'est bourré d'engrais. Et donc, quand tu goûtes un matcha conventionnel, donc voilà, ça n'arrive pas dans le matcha bio ou le matcha naturel. C'est quelque chose qui n'arrive pas. Euh, voilà, quand tu goûtes un matcha conventionnel qui est, eh ben, le goût que tu as, c'est le goût des pesticides. Et c'est un goût qui est apprécié, hein, qui est pas mauvais, mais faut le savoir. C'est le goût de l'engrais. Et donc, Sayo-san aussi me racontait ça parce que elle, c'est quelque chose qui met aussi en danger ses récoltes et sa tradition. C'est que du coup, à Gifu, eux, ils sont dans un terroir qui est en altitude, où il fait plus froid. Et donc, la récolte, elle n'arrive pas début mai ou fin avril, elle arrive fin mai ou mi-mai, tu vois, voire début juin. Et donc, elle est très désavantagée parce que son thé, du coup, il est vendu beaucoup moins cher. Euh, il est vendu comme un, alors que c'est un thé qui a une histoire, waouh, qui a une histoire géniale. Je t'invite à aller voir sur sa page, sur la boutique. C'est juste trop beau et trop génial comme histoire. Et son thé est très bon, euh, vraiment très très bon. Donc c'est aussi voilà une dynamique dont elle me parlait qui est difficile ben, pour elle parce que ça a des avantages et que c'est pas non plus sa vision de ce que devrait être l'industrie du thé. Voilà. Donc ah oui, et un dernier point, c'est que les producteurs qui font du matcha, enfin du thé conventionnel, que ce soit du matcha ou du sencha ou autre thé, qui font du thé conventionnel, ben, c'est-à-dire avec des fertilisateurs et des engrais, et généralement, ils vont utiliser des cultivars, des cépages, comme le Yabukita, et qui, eux, c'est des plants qui vont faire des racines, pas du tout dans la profondeur, mais qui vont rester en superficie du sol et qui vont s'étendre, tu vois, sur le côté. Un peu comme des bambous, tu vois, qui poussent. Voilà, les racines, elles poussent comme ça, elles poussent pas en profondeur. Et donc, et ça, c'est une spécificité de certains cultivars, comme le Yabukita, et qui donc euh, absorbe énormément plus les engrais dans le cadre d'une agriculture conventionnelle. Et donc, et ça rend aussi ces thés qui sont beaucoup plus sucrés, umami, euh, mais qui ont le goût de l'engrais. Voilà. Donc c'est quelque chose, voilà, super, super intéressant qu'elle a partagé avec moi et avec Tias, avec qui j'étais pour cette visite, et qui m'avait beaucoup touché. Waouh! Donc ça fait, on en est à 1 heure. J'ai encore d'autres choses à dire sur ça, sur le bio. Euh, Donc, s'il te reste 10 minutes, je vais un petit peu continuer. Et puis après, on se souhaitera un bon dimanche et aussi une bonne fête des mères. Il faut que j'appelle ma mère. Donc, le dernier point que je vais aborder sur cette question du bio, qui est, donc tu l'as compris, super important pour moi. Et je pense que nous, en tant que communauté, c'est super important pour nous. Et d'ailleurs, voilà, je vois dans les questionnaires que j'envoie après, après les commandes, il y a beaucoup d'entre vous euh, qui disent que voilà, ils ont pris ce matcha parce qu'il est bio. Et bah, j'aimerais savoir pour toi, pourquoi c'est important pour toi de boire du thé bio ou peut-être de manger bio. Si tu veux mettre ça en commentaire, ça serait cool. Euh, donc le dernier point que je veux partager avec toi, c'est le bio chez Kumiko Matcha. Donc qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente. Donc moi, en tant qu'entreprise,
Et en tant qu'importateur, je dois être certifié bio. Donc, si tu vends des produits bio, que tu crées des étiquettes avec le label bio, il y a plusieurs démarches à avoir. Tu dois notifier ce qui s'appelle l'agence bio, qui est un organisme qui fait une liste un peu euh, qui est un peu une sorte de répertoire de plein d'entreprises bio. Et tu dois être certifié bio. Et ça veut dire quoi? Donc pour moi, tu as différents types de certification bio. Tu as la certification bio pour l'importateur. Donc c'est quelqu'un qui va importer des produits bio. Tu as la certification pour le transformateur. Donc ça, c'est quelqu'un qui va peut-être tu vas faire une recette avec différents ingrédients bio, qui va les mélanger et qui va les mettre dans une boîte. Donc c'est pas mon cas, parce que nous on a du matcha qui est directement mis en boîte au Japon. Et donc le transformateur, voilà, ça va être je sais pas si tu achètes quelque chose de bio généralement dans un supermarché, il aura une certification de transformateur. Il y a peut-être d'autres types, bien sûr, par exemple l'agriculteur bio, etc., mais avec lesquels je suis moins familier pour la France et l'Europe. Donc dans mon cas, je suis certifié bio en tant qu'importateur. Et qu'est-ce que ça implique? Donc tous les ans, j'ai deux contrôles en présentiel. Donc il y a une personne qui vient pour contrôler, donc qui vient au siège de la société et qui vient, on se rencontre et elle vient pour contrôler plusieurs choses. Donc il y a tout un plan et on va point par point. Donc un des trucs les plus importants, par exemple, c'est ce qui s'appelle la comptabilité matière. Donc c'est voilà, si tu as reçu du Japon 100 boîtes de matcha, est-ce que et qu'aujourd'hui tu en as 50 en stock, bah, est-ce que les 50, tu as une traçabilité de où elles sont les 50 restantes? Donc dans mon cas, ben, ça va être 50 qui ont été vendus. Euh, et donc ils veulent s'assurer qu'il n'y a pas je sais pas, de micmac avec les chiffres sur, sur les stocks de bio. Il y a aussi toute une partie sur vérifier tous les certificats des personnes avec qui je travaille. Donc, ils doivent tout être certifiés bio pour les matchs à bio comme celui-là. Et c'est pas le cas pour le matcha naturel. Donc ça marche sur la confiance que j'ai avec Tokuya-san et que tu as en moi ou en Kumiko Matcha. Donc pour en revenir au contrôle bio, il y a plusieurs points qui sont vérifiés en présentiel. Donc moi je montre en fait les documents et la comptabilité, la comptabilité matière, donc des produits, et plusieurs autres points. Il y a aussi le fait que je dois présenter sur toutes les pages et sur toutes mes communications. Donc typiquement pour nous, ça va être sur toutes les pages du site web et tous les emails. Il faut qu'il y ait écrit le numéro de certification bio. Donc si tu vois pas de numéro de certificat bio dans une enseigne qui vend de matcha ou autre qui vend du bio, c'est qu'elle n'est pas certifiée bio ou qu'elle a oublié de mettre le numéro bio. Donc pour nous, tu peux le voir tout en bas de toutes les pages. Il y a notre numéro. Et puis, et l'autre chose, c'est vérification de tous les tests. Donc tests pesticides, radioactivité. Donc tous ces tests doivent être à 0 ou ND pour non détecté. Et, euh, et voilà, pour tout ça, ça coûte aussi un peu d'argent. C'est par exemple, oui, ça coûte de l'ordre de ouais, plusieurs milliers d'euros. Je pense dans mon cas, ça coûte certainement 2 000 € par an, quelque chose comme ça. Donc c'est aussi un coût euh, que je suis content de supporter, parce que je crois à cette démarche. Il y a plein de choses qui peuvent être améliorées, je pense, et je crois quand même à cette démarche d'avoir quelqu'un d'extérieur, un organisme qui va contrôler
ce que les entreprises font et ce que les fermiers font, etc. Donc, chaque acteur, donc moi, tu vois, je suis juste l'importateur, mais chaque acteur ensuite dans la chaîne au-dessus, donc tu vas avoir le producteur ou le fermier ou si ou c'est peut-être les mêmes, ils ont aussi leur contrôle bio plusieurs fois par an. Donc moi, c'est 2 fois par an. Et donc pour eux, ça va être aussi un cahier des charges un peu différent en fonction de ce qu'ils font. Donc tu vas avoir un cahier des charges pour l'usine, pour la ferme, enfin la plantation. Euh, et autre chose, notre entrepôt, mon entrepôt privé qui s'appelle Simple, ils sont aussi enregistrés sous mon numéro de certificat bio. Et eux, ils ont 2 contrôles par an également. Donc il y a une personne qui se déplace, qui va à l'entrepôt et qui va vérifier OK, qu'il n'y a pas de que les produits sont bien là, que les produits bio sont pas mixés avec des produits non bio et aussi d'autres points. Donc c'est vraiment toute une démarche et je voulais partager ça avec toi. Une autre expérience que j'ai eue dans ce cas, c'est que c'est super sérieux parce que donc un jour donc quand tu veux importer du matcha du Japon, il y a tout une processus à faire quand tu fais un import bio. C'est que euh, tu dois faire, tout est enregistré dans une base de données qui s'appelle Trace et tout ton import doit se, doit se conduire selon un processus spécifique. Ce processus, c'est que en gros, ton matcha, il est au Japon, tu dois enregistrer tu dois déclarer ton import de manière électronique. Et le matcha, tu dois le faire venir, donc certainement par bateau ou par avion, en Europe. Il va entrer en Europe, certainement en France. Et là, il faut qu'il soit contrôlé par un organisme spécifique des douanes qui est dédié au bio. Et cet organisme va vérifier la marchandise et va l'approuver ou non. Et ensuite, il arrive chez nous. Donc, une fois, il y a un truc qui a foiré avec ce processus, c'est que l'étape ici, où il y a un organisme des douanes à Charles de Gaulle ou à Paris ou dans un port d'entrée en France, le produit n'a pas été présenté par le transporteur à ces douanes bio, on va dire. Et, euh, et il s'agissait d'un tout petit lot, tu vois, c'était peut-être 50 boîtes ou 100 boîtes de matcha. Et il y a eu, voilà, ce process, c'était pas de ma faute spécifiquement, c'était plutôt le transporteur qui n'a pas présenté ce produit aux douanes bio. Et du coup, j'ai été convoqué. Enfin, mon produit d'abord a été ce qu'on appelle déclassé. Ça veut dire ils ont refusé de le faire rentrer en tant que bio. Donc, je pouvais quand même l'offrir, mais en tant que non bio, même si le produit en lui-même est bio, ou répond, tu vois, au Japon, il est bio. Et j'ai été convoqué à venir et à avoir une sorte d'interrogatoire sur, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je fais, pourquoi ça s'est mal passé. Et donc ça m'a pris 2 jours le temps de me préparer et aussi de me déplacer euh, à l'endroit où j'étais contrôlé par un organisme d'État. Bah, limite, moi, ça m'a fait super peur. C'était il y a quelques années, j'étais un peu moins expérimenté aussi. Et c'était assez euh, intimidant comme, euh, comme expérience. Donc, un des trucs qui peut être amélioré avec le bio, c'est que c'est pas vraiment fait pour les petits, tu vois, comme les petites entreprises comme moi, comme Kumiko Matcha. C'est des process qui sont faits pour des boîtes énormes qui importent par container. Et donc voilà, ça c'était un truc super difficile pour moi et par rapport au bio. Et j'aimerais bien que ça s'améliore, ça serait cool. Donc, euh, donc voilà, ça c'est mon aventure dans le bio que je suis trop content de parler avec toi, enfin de partager avec toi.
Et puis voilà, je vais maintenant lire les commentaires et puis on va bientôt se dire à la semaine prochaine. Euh, donc, Angélique, tu dis, euh, tu nous donnes envie de visiter ces endroits. Ça va être trop cool. Moi aussi, ben, peut-être qu'un jour on fera un voyage Kumiko Matcha. Euh, Serait-il possible de planter notre propre théier et juste pour la zénitude et la beauté de la plante? Ça dépend où tu vis, ça dépend le climat de où tu es. Mais j'imagine que si tu parviens à te procurer une graine de théier, peut-être que c'est possible. Moi, j'ai pas essayé. J'ai assez de travail dans mon potager bio avec tout ce qu'il y a comme légumes là-bas. Donc, mais ouais, ça serait cool aussi. Et je sais que oui, il y a des gens qui essayent, je pense. Mm. Ensuite, Marc, tu dis combien de régions sont concernées? Donc, je pense que tu parles de ce matcha qui provient de plusieurs parcelles et plusieurs fermiers. Donc, c'est une centaine de parcelles sur l'île de Kyushu. Donc, toute l'île de Kyushu, c'est l'île au sud du Japon. Ensuite, hmm, Christine, bonjour Christine. Donc, tu dis bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le matcha ultra premium et le hyper premium? Alors, je vais essayer de faire court. Le matcha, donc ces deux matchas qui sont vraiment d'une qualité exceptionnelle, qui sont les deux meilleurs matchas que j'ai trouvés. C'est des matchas qui sont produits par un producteur qui s'appelle Nishisan, qui est lui-même une légende au Japon, parce que son truc, c'est de pousser le bio, enfin la qualité d'un matcha en bio le plus haut possible. C'est sa mission, sa mission dans la vie, c'est ça, de créer le matcha de la plus haute qualité possible en bio. Et donc, qui est ses caractéristiques umami, ses caractéristiques sucrées, euh, mais qui sont d'habitude des choses qui peuvent être faites que en conventionnel, mais lui, il arrive à le faire en bio. Donc, c'est vraiment deux matchas qui sont exceptionnels, que tu peux boire en koicha. Et leur différence entre les deux, ben, c'est comme deux bouteilles de vin qui sont très très bonnes et qui sont différentes quand même. Et l'une est plus chère que l'autre. Donc, le matcha hyper premium, c'est vraiment hum, une expérience unique. C'est comparable à un grand cru ou à un Romanée Conti dans le monde du vin. Tu vois, c'est vraiment un matcha que tu vas ouvrir, que tu vas partager pour un moment spécial. Euh, c'est pas le matcha par lequel je te recommanderais de commencer. Donc, si d'ailleurs tu as goûté ni l'un ni l'autre, je te conseille de commencer par le Ultra Premium Bio et éventuellement après d'essayer le Hyper Premium. Voilà, c'est vrai, c'est le meilleur matcha bio que j'ai trouvé et que j'ai goûté. Voilà. Ensuite, très intéressant. Ouais, repas des fêtes des mères. Bah bien sûr. Merci Philippe et à bientôt. Moi aussi, je vais y aller. Euh, Ben voilà, en tout cas, je voulais dire que je suis encore super content d'avoir pu partager tout cela avec toi. Merci d'être là. Et j'ai trop hâte voilà, de continuer. J'adore faire ces lives et de partager ça. Et peut-être dans notre prochaine étape, de faire un live encore plus communautaire où c'est moins unilatéral, où c'est moins moi qui te parle, mais peut-être qu'on peut tous un petit peu interagir euh, avec nos vidéos ou donner la parole à quelqu'un d'entre vous, à toi peut-être. Donc, c'est quelque chose que je vais essayer de faire et de mettre en place. Donc, merci pour ta présence, merci pour ton support, et puis je te dis à la semaine prochaine. Et bonne fête des mères, bon dimanche à tout le monde. Prenez soin de vous, prenons soin de nous, prenons soin de nos communautés et prenons soin des autres. C'est super important. Bye bye. Salut, salut.